Au Zimbabwe, au moins 45 personnes sont mortes du choléra ces 3 dernières semaines. Un bilan confirmé ce mardi par un rapport rendu public par des autorités zimbabwéennes et l'Organisation mondiale de la santé. Au Nigeria, l'armée a repoussé une nouvelle tentative du groupe djihadiste Boko Haram de s'emparer d'une base militaire dans le nord-est du pays. Les insurgés seraient équipés de canons anti-aériens et de lance-roquettes. Et puis au Bénin, l'ancien président Nicéphore Soglo s'est prononcé sur les sujets brûlants de l'actualité dans son pays. Entre autres sujets abordés, le nouveau code électoral et la lutte contre la corruption. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Zimbabwe, au moins 45 personnes sont mortes du choléra ces 3 dernières semaines. Un bilan confirmé ce mardi par un rapport rendu public par des autorités zimbabwéennes et l'Organisation mondiale de la santé. Ces dernières ont également annoncé le lancement imminent d'une campagne de vaccination orale contre l'épidémie. Reportage. Le bilan des victimes de l'épidémie de choléra qui sévit au Zimbabwe s'est alourdi, passant d'au moins 32 à 45 morts en quelques jours. Selon un rapport publié ce mardi par des autorités sanitaires du Zimbabwe et l'Organisation mondiale de la santé, sur un total de 6 428 cas suspects, 45 décès et 96 cas confirmés ont été enregistrés. La majorité des décès, plus précisément 43, ont eu lieu dans la capitale Harare, les 2 autres dans les districts de Makoni, de Masvingo, dans le centre. Un demi-million de doses de vaccins oraux sont attendues mercredi dans le pays. Elles seront distribuées dans les banlieues d'Harare, les plus affectées avant la prochaine saison des pluies attendues d'ici fin octobre. L'actuelle épidémie de choléra qui frappe le Zimbabwe est résistante à de nombreux médicaments. Pour tenter de l'enrayer, la municipalité d'Harare est en train de réparer les égouts bouchés et les canalisations endommagées. De l'eau potable est distribuée aux habitants, les rassemblements publics et les vendeurs ambulants de nourriture sont interdits. Les épidémies de choléra sont fréquentes au Zimbabwe où les systèmes de distribution et d'assainissement des eaux sont souvent déficients. En bref, au Nigeria, l'armée a repoussé une nouvelle tentative du groupe djihadiste Boko Haram de s'emparer d'une base militaire dans le nord-est du pays. Des dizaines de combattants de la faction affiliée au groupe État islamique ont attaqué dimanche une base dans le village de Kekeno, près de la ville garnison de Manguno, dans l'état du Borno. Selon un officier basé à Maïdougouri, les insurgés étaient équipés de canons anti-aériens et de lance-roquettes. Ils ont toutefois échoué à franchir la tranchée entourant la base militaire. Précisons que les habitants de la zone n'ont pu rejoindre Maïdougouri que mardi, les militaires ayant fermé la route principale pendant 24 heures pour poursuivre les rebelles. En Angola, la justice a placé en détention hier lundi José Filomeno dos Santos, un des fils de l'ancien président José Eduardo dos Santos. Il est cité dans une vaste affaire de détournement de fonds. Plus de précisions à travers cet élément. José Filomeno dos Santos, le fils de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, est en détention depuis lundi. Accusé dans une vaste affaire de détournement de fonds, l'ancien patron du Fonds souverain angolais est le premier membre de la famille de l'ancien chef d'État angolais à être incarcéré. Inculpé en mars, mais jusque-là laissé sous contrôle judiciaire, José Filomeno dos Santos est poursuivi pour fraude, détournement de fonds, trafic d'influence, blanchiment d'argent et association criminelle avec d'autres personnalités, dont l'ex-gouverneur de la Banque centrale. Selon le ministère angolais des Finances, le fils dos Santos est soupçonné d'avoir mis au point, alors qu'il dirigeait le fonds souverain, une gigantesque fraude qui aurait pu lui permettre de détourner avec ses complices jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Cette escroquerie avait été maquillée en un plan qui devait permettre à l'Angola de bénéficier de 35 milliards de dollars de financement avec une fausse garantie de la banque Crédit Suisse. La fraude a été découverte à la faveur d'un transfert suspect de 500 millions de dollars vers le compte londonien du Crédit Suisse, bloqué par les autorités britanniques.
José Filomeno dos Santos avait été nommé en 2013 par son père à la tête d'un fonds souverain créé un an plus tôt et doté d'un capital de 5 milliards de dollars puisé dans la manne pétrolière du pays. Il a été limogé de son poste en janvier dernier par le successeur de son père. Au nom de la lutte contre la corruption, ce dernier a depuis un an limogé de nombreux barons du clan dos Santos, fonctionnaires, patrons d'entreprises publiques ou encore hauts responsables de l'armée et de la police. En Ouganda, le député Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, appelle le président Yoweri Museveni à cesser de maltraiter les Ougandais qui s'opposent à lui. C'était au cours d'une conférence de presse, la première qu'il a donnée depuis son récent retour de son traitement médical des États-Unis. On l'écoute. So I believe that a grandparent should not be brutalizing and framing grandchildren. Je crois qu'un grand-parent ne devrait pas brutaliser et piéger ses petits-enfants chaque fois qu'ils essayent d'élever la voix ou qu'ils ont une opinion différente. Nous voulons apprendre de nos aînés. Nous voulons apprendre de vous, Monsieur le Président. Mais ce qui vient de vous n'est pas ce que nous serions heureux d'apprendre. Tout comme il fut un temps où vous n'étiez pas au pouvoir, vous devez vous rappeler qu'il y aura un temps où vous ne serez pas au pouvoir. Vous devriez donc traiter les gens comme vous voulez être traités. Vous devez respecter les droits des Ougandais, de la même façon que vous voulez être traités. La nation vous a toujours admiré. Il n'est pas trop tard, Monsieur le Président, pour faire ce qui est juste. Il n'est pas trop tard pour écouter nos écrits. Il n'est pas trop tard pour sauver votre héritage, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas que de moi. Personne n'est en sécurité dans ce pays et personne ne devrait se mentir en disant qu'il est en sécurité tant que nos agences de sécurité n'ont pas cessé de faire de la politique et faire leur noble devoir, tant que la police n'aura pas découvert que son noble devoir est de protéger les citoyens et non de garder le régime au pouvoir. Nous continuerons à ne pas être en sécurité, nous tous. Safe and not to keep the regime in power. We shall continue being unsafe, all of us. Au Bénin, l'ancien président et actuel vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, Nicéphore Dieudonné Soglo, s'est prononcé sur les sujets brûlants de l'actualité dans son pays. Entre autres sujets abordés, le nouveau code électoral et la lutte contre la corruption. Je vous propose ici un extrait de sa déclaration. Au Bénin, après les accusations d'empoisonnement et de coup d'État proférées sous l'ancien régime contre l'actuel chef de l'État et la fuite de ces derniers en France, la lutte contre la corruption est devenue bien vite dans notre pays la mise en œuvre de la vieille philosophie œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire la loi du talion, l'esprit de revanche. Et le peuple béninois, affamé, malade, victime du chômage des jeunes en particulier, est invité à n'être qu'un spectateur passif et docile du combat des gladiateurs. En excluant brutalement et maladroitement des élections les jeunes, les pauvres, les déshérités, le gouvernement et ses alliés au Parlement ont cette fois poussé le bouchon trop loin. Oui. Ils reprennent ainsi à leur compte le fameux slogan « Salaud de pauvres » du film français La Traversée de Paris. Or, c'est l'exclusion, réelle ou perçue, synonyme de mépris et d'injustice, qui a fait le lit des Samuel Doe. Prenons donc garde et remettons vite l'ouvrage sur le métier si notre objectif est vraiment la paix. En Tanzanie, le Premier ministre a visité le site du naufrage du ferry MV Nyerere qui a chaviré il y a quelques jours dans le sud du lac Victoria. Il s'est également rendu à l'hôpital d'Ukala où les victimes rescapées de la catastrophe ont été emmenées. Voici les images. Après des funérailles nationales réservées aux victimes du naufrage du ferry qui a chaviré jeudi dernier dans le sud du lac Victoria, le Premier ministre Kassim Majaliya a visité le site du naufrage et l'hôpital d'Ukala où les victimes de la catastrophe ont été emmenées. À cette occasion, il a promis à la population d'ajouter un autre ferry d'une capacité de plus de 200 passagers à celui qui existe déjà.
Une décision qui est bien accueillie par la population. Lorsque le Premier ministre a déclaré que le gouvernement prévoyait d'amener un autre ferry d'une grande capacité de près de 50 tonnes, nous étions en paix et heureux, puisque le nouveau ferry pourra transporter plus de passagers et avoir plus de routes d'Oukala à Ougola. La nouvelle décision du Premier ministre d'ajouter un autre ferry d'une capacité de plus de 200 passagers, je l'appuie vraiment, car l'ancien ferry avait l'habitude de transporter plus que sa capacité normale. Nous avions vraiment du mal quand il s'agissait du ferry. Auparavant, la direction du ferry se souciait moins des citoyens passagers. Maintenant que le gouvernement a assuré que nous aurons un meilleur ferry, tout ira bien, mais tant qu'il ne retardera pas l'arrivée d'un autre traversier. Deuxièmement, le gouvernement doit s'assurer qu'il s'acquitte de sa responsabilité à l'égard de la sécurité des gens, tout comme les citoyens. Nous devrions suivre toutes les procédures à bord d'un ferry, surtout lorsque le ferry veut s'amarrer afin d'éviter ce genre d'incident. Alors que la première douzaine de corps ont été enterrés, la Tanzanie a déclaré que tout le pays était en deuil. Toutefois, les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. La France a appelé en début de semaine la communauté internationale à exercer une pression maximale avec sanctions à la clé contre tous ceux qui sèment la violence en Libye et empêchent le pays d'avancer vers des élections. De violents affrontements entre milices, faut-il le rappeler, se sont déroulés depuis fin août à Tripoli, faisant au moins 115 morts. Reportage. Paris menace les milices libyennes de sanctions internationales. En marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, le chef de la diplomatie française a tenu une réunion sur la Libye en présence notamment d'Ahmed Aboulgued, secrétaire général de la Ligue arabe, et de Federica Mogherini, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Jean-Yves Le Drian a exhorté la communauté internationale à prendre des sanctions plus radicales à l'encontre de ceux qui empêche la Libye d'avancer vers des élections. Du côté libyen, on dénonce des ingérences étrangères. La Libye a par ailleurs exprimé son désaccord sur la tenue d'élections le 10 décembre, jugeant les conditions sécuritaires non réunies. Une décision soutenue par les États-Unis qui s'oppose aussi à un tel empressement électoral. Rappelons que les États-Unis ont imposé le 12 septembre dernier des sanctions financières contre le chef de milice libyen Ibrahim Jadran, dont les forces ont attaqué en juin des terminaux pétroliers cruciaux de l'Est de la Libye. Environ 500 000 enfants libyens sont en danger immédiat à Tripoli, qui connaît des affrontements meurtriers depuis près d'un mois. Depuis le 27 août, des combats entre milices rivales ont fait au moins 115 morts et près de 400 blessés. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.